Bienvenue à l'Assistant Coach podcast. Mon nom est Julien, je suis en compagnie de Marc-André et de Losé. Comment ça va les boys? Yes sir, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Nice. Juste pour répondre, là, j'ai été malade en fin de semaine. Courbaturé. J'ai encore un mal de gorge. Donc, si jamais vous voyez la mal de gorge, c'est pas parce que j'ai pleuré, parce que les Steelers sont fait éclater. C'est vraiment j'ai été malade. Ma voix n'est pas remise sur pied. On enregistre aujourd'hui pour se donner une chance aussi. J'ai dit, hey, je serais vraiment content. J'aurais plus d'énergie si c'était demain. Hier, je n'aurais pas été en état d'enregistrer ou de parler pendant 1 heure. Donc, merci de m'accommoder un peu. Je tiens à dire merci de des bonnes personnes. Ça fait plaisir. Moi, ça fait 15 ans que je suis courbaturé, mais j'en parle pas. Bon, OK. C'est ce qu'on appelle un tough. Mais moi, c'est temporaire, contrairement à ta condition. Ouais, moi, c'est peine perdue. Ouais. Avant de trop s'écarter du sujet, merci à Dualité pour la musique d'intro. Et Marc-André, le plug nos réseaux sociaux, s'il te plaît. Yes, donc l'assistant coach podcast sur Facebook. Je mets des petites vidéos, des petites nouvelles là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre. Puis l'assistant coach Facebook sur YouTube aussi. Donc, surtout en visuel, on a fait quelques changements à partir d'aujourd'hui. Là, on va essayer de rajouter un peu plus de visuel. Fait que pour ceux qui aimeraient nous voir plus que nous entendre, donc allez suivre ça sur YouTube. L'audio va quand même rester de bonne qualité, on va quand même dire ça, mais on va quand même rajouter quelques petits trucs visuels pour à partir de maintenant. J'ai mis les shout-outs la semaine passée. Donc, shout-out à Benjamin qui nous écoute. Ton écoute est appréciée. Donc, merci d'être là. Les gars, avez-vous des shout-outs à faire Là, je vous prends dépourvu complètement. Je n'ai pas jasé de ça avant. C'est juste que j'improvise. Moi, je dirais un shout-out à Justin Fields qui a un QB rating plus poche que s'il avait juste spiké la balle toute la game. Je le salue dans sa... JJ McCarthy est arrivé pas loin, mais shout-out à Justin Smith Fields. Aussi. Geno Smith aussi. Exact. Fait que, à chaque saison, il y en a plusieurs. Donc, on les remercie ça pour offrir un spectacle de qualité. Puis un match qui a de la torque. Il y en a eu des matchs qui avaient de la torque. Il y en a eu pas mal. Des très bons joueurs, des très bons joueurs. Le changement cette semaine, on commence avec un segment le plus dynamique. On va commencer avec le segment en rafale pour parler des matchs dont on ne parlera pas. Donc, Marc-André, la parole est à toi. Tu peux partir de la musique de fond et, dans le fond, nous faire un résumé sur les matchs de la semaine passée qu'on ne rentrera pas dans les détails. Yes, donc les Browns se sont fait éclater après une première semaine où ils ont gardé ça serré. Les Ravens, encore une fois, marqué énormément de points. Donc 41-17, la victoire des Ravens sur les Browns, malgré une performance plutôt décevante de Derrick Henry, mais ils n'en ont pas eu besoin, on s'en fout. Les Bengals gagnent 31-27, mais voient leur saison complètement dérapée avec la blessure à Joe Burrow qui est opéré et sera out pour les 3 prochains mois. Ça reste que c'est un excellent départ pour les Bengals, 2-0. Je ne me souviens pas la dernière fois où les Bengals ont été 2-0 pour commencer la saison. Mais avec Joe Burrow out, ça serait vraiment étonnant qu'ils réussissent à conserver ce rythme-là. Participer aux éliminatoires, ça va tenir du miracle de ce côté-là. Les Cowboys qui gagnent 40-37. Les Cowboys, pour une deuxième semaine de suite, donnent vraiment énormément de points. Les Giants, leur attaque s'est réveillée, mais leur défensive n'a pas réussi à tenir le fort. Donc, deux équipes qui ne devraient pas participer aux éliminatoires donnent un spectacle comme la semaine passée, les Steelers et les Jets. Les Lions ont piétiné les Bears qui vont rester les Bears malgré Ben Johnson qui est là, malgré Caleb Williams. Les Bears ne seront pas une bonne équipe cette année, encore une fois. Il n'y a rien qui va de ce côté-là. Les Lions sont restés les Lions. Donc 52-21. Les Patriots gagnent, malgré un match pas si exceptionnel que ça, les Patriots gagnent 33-27 sur les Dolphins. Les Patriots qui sauvent la face un petit peu, les Dolphins continuent de s'enliser. En réponse, en entrevue d'après-match, Mike McDaniel s'est fait poser la question il pensait que son message passait encore dans le vestiaire. Il a répondu 1 minute où on n'a absolument rien compris. Ça voulait dire que son message ne passe définitivement plus dans le vestiaire. Si vous n'avez pas vu ce clip-là, allez voir ce clip-là, c'est du génie. N'importe quel clip de Mike McDaniel, c'est du génie. Les 49ers qui l'emportent 26-21 sur les Saints. Les 49ers, malgré une quantité phénoménale de blessures comme à chaque année, gagnent quand même. Par contre, 26-21 contre les Saints, qui est probablement une des pires équipes de la Ligue. C'est pas si rassurant que ça, mais ça reste une victoire avec la quantité phénoménale de blessés qu'ils ont. Les Bills piétinent les Jets 30-10, malgré 30 points. Je pense que Josh Allen, je ne suis même pas sûr qu'il a passé pour 200 verges dans ce match-là. 154. Donc, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. Fait que victoire vraiment facile des Bills.
Les Steelers qui se font éclater par les Seahawks 31-17. Julien va dire qu'ils ne sont pas vraiment fait éclater parce que c'est juste la deuxième demi qui a mal été. Ça reste que les Steelers ont le payroll défensif le plus élevé de la NFL puis ils viennent de donner 2 matchs de suite en haut. Franchement, 9 contre les Titans. Donc, un début de carrière pas si électrisant que ça pour Cam Ward. Les Cards qui l'emportent 27-22. Les Cards qui sont à 2 victoires, aucune défaite. C'est probablement la moins bonne équipe qui est à 2-0 actuellement. Mais ça reste qu'ils sont 2-0 après avoir battu les Saints et les Panthers. 2 powerhouse dans la NFL. Les Colts sur une fin de match dramatique. Ils l'emportent 29-28 après une pénalité aux Broncos. Le kicker avait raté son field goal. A une deuxième chance de se reprendre. Le réussit. Les Colts sont 2-0. Danny Jones, 2 victoires à Indianapolis. Et je veux quand même mentionner que les Colts, avec cette victoire-là, deviennent la première équipe de l'histoire à avoir aucun punt dans leurs 2 premiers matchs d'une saison. Ça reste que c'est quand même à souligner comme exploit, malgré tout ce qu'on peut penser des Colts. Moi, le premier, en début de saison, je disais que je ne voyais pas du tout cette équipe-là, que pour moi, cette équipe-là était pourrie. Faut quand même leur donner le mérite qui leur revient. 2 victoires en 2 matchs, donc un gros bravo. Les Eagles qui l'emportent 20-17 sur les Chiefs. Encore une fois, les Chiefs leur manquaient un peu d'éclat, sont revenus dans le match à la fin du match. Un classique Patrick Mahomes qui essaye de tout donner en fin de match, mais on voit qu'il manque des armes. Là. Puis même Travis Kelce qui drop une passe en fin de match là, pour leur donner une chance. Mais donc, il manque vraiment d'armes, là, Patrick Mahomes. Les Falcons qui éclatent les Vikings 22-6. On en a parlé tantôt. J.J. McCarthy qui fait absolument pas le travail dans ce match-là. La ligne offensive des Vikings n'a pas fait le travail. Aaron Jones blessé sur le IR, donc on va manquer quand même plusieurs matchs. Ça s'enligne pas nécessairement si bien que ça pour les Vikings. Les Bucks l'emportent 20-19 sur une séquence exceptionnelle, un peu à la Baker Mayfield. Là. Ça fait quelques fois qu'il fait ça dans sa carrière en fin de quatrième quart. Séquence un peu exceptionnelle, court, se débarrasse de la pression. Et les Buccaneers l'emportent 20-19 sur les Texans. Les Texans, quand même inquiétants parce qu'après 2 semaines, c'est l'attaque la moins bien classée sur PFF après 2 semaines. C'est quand même inquiétant parce qu'ils ont quand même des armes là, avec Nico Collins, CJ Stroud. Ils ont quand même Nick Chubb. C'est quand même inquiétant pour moi ce début de saison-là pour les Texans. Et finalement, les Chargers qui battent quand même assez facilement 20-9 les Raiders pour terminer la semaine. Merci Marc-André pour ce petit résumé aussi. Vraiment été off-script, comme qu'on dit. Parce que moi, je pensais que tu allais parler d'un jeu historique qui s'est passé avec le match Seahawks-Steelers. Tu n'as même pas parlé du jeu historique. Non, j'ai les juste parlé Steelers des ont accordé ils sont poches. De un, tu n'as pas vu le match avec genre, et pas d'opinion, là, juste pour le final. Genre, tu n'as eu pas d'opinion sur les autres équipes. Tu es personnel avec les Steelers. Tu prends plaisir à les voir perdre. Non, c'est pas vrai. J'ai eu des opinions sur plein d'équipes que j'ai dit. Là, Ouais, mais tu les vois même pas. C'est pas vrai que les Saints, c'est une des pires équipes de la Ligue. Ils ont beaucoup de gentillesse. Arrête, là. Voyons, là. C'est pas vrai que les Saints sont une des pires équipes de la Ligue. Là. Arrête, non, je ne sais même pas s'ils seraient capables de jouer dans CFL. Là. Wow, ça, c'est vraiment un gros statement de l'osé. On va organiser un match Argonauts. Ça fait très Nouvelle-Orléans. Il y en a qui parlent en français pour amener jouer à Montréal. Voilà. Non, mais le jeu historique des Steelers, le jeu loufoque qui n'a jamais été vu dans l'histoire, les Steelers ont accordé un touché sur un botté d'envoi. Donc, dans le fond, il y a une recrue qui a fait le jeu crampe de la décennie ou même du siècle, où est-ce qu'il a touché au ballon, c'est une live ball, il s'est juste écarté de la balle. Puis les Seahawks qui ont touché dans la zone de but. Le règlement, j'étais un peu confus parce que le gars, il n'a jamais eu possession. Je ne sais pas si c'était juste il touchait, prend fin comme pour un botté, mais il a marqué un touché parce qu'il a touché au ballon dans la zone de but, dans la live ball, mais il n'a jamais eu contrôle du ballon. Le règlement que je ne connaissais pas, puis justement, c'est historique, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la NFL depuis le combiné entre la AFC et la NFC. Fait que depuis la Ligue actuelle, c'est la première fois qu'il y a un touché qui est marqué de cette façon-là. Merci les Steelers de marquer l'histoire dans un des pires jeux des unités spéciales. Très intéressant. Tu consoles avec ces petites victoires-là. Ouais, on se console, hein, on a fait dans les jeux loufoques, dans les jeux, genre voir qu'est-ce qui est arrivé, les Steelers vont être des montages. Fait que moi, je suis heureux. Je suis content de voir ça. Hein? Je suis très si t'es content, je suis content. Moi, tout le monde est heureux ici. On est tous satisfaits. C'est pas un match qui va dicter la saison, c'est clair. D'ailleurs, Losé, tu reps, pour ceux qui ne nous regardent pas, une casquette des Chiefs et un jersey. Techniquement, elle est à l'envers parce que c'est la casquette des Reds.
Oh shit. Ouais, c'est ok. ça. de notre équipe de base. Ouais, Mais ouais. je l'ai mis à l'envers parce qu'elle fitait avec le Ouais, baiser. c'est ça. Ouais, J'ai assumé, t'as raison, j'aurais dû te demander avant. écoute, il n'y a pas de trouble. J'avais dit le premier épisode que, tu sais, moi, je ne suis pas un fan de Casey. Je suis un fan de Mahomes. Je suis un fan de joueurs à la base. Puis, ben là, c'était le baptême de mes petites jumelles dimanche. Fait que j'ai pas vu le match. J'ai pas pu voir le match à 4 heures, les Chiefs contre les Eagles. Je suis content parce qu'avoir autant de touch-push, je pense que j'aurais fermé la TV 12 C'est fois. incroyable. C'est incroyable. Mais tout ce que j'ai pu voir avec le box score, avec le résumé du match, c'est que clairement que mon chum Mahomes avait besoin d'un petit peu d'aide à l'attaque. Fait que j'ai mis mon chandail pour représenter un fidèle joueur à l'attaque parce qu'il est tout seul. Ça n'a aucun bon sens. Il court à semaine 2 de la saison comme il ferait en playoff au Super Bowl. Ouais. Ça regarde pas bien. Hein. Ça va prendre Ça Worthy qui revient la semaine Ouais, prochaine, ouais. puis ça presse. Tu sais, ça reste que Mahomes, il a fait des miracles dans ce game-là, mais ils perdent quand même contre un QB qui a 101 verges par la passe. Ah oui, Ça reste absolument. que, pour vrai, la défensive de Casey a show up dans ce match-là, contrairement à ce Oui, moment-là. oui. Elle faisait peur un petit peu la première semaine. Puis Ouais. finalement, ben, encore là, je me base sur seulement les statistiques, mais clairement que ça a été un meilleur match pour la défensive. Mais oui, j'ai vu en rafale, par exemple, à première demi, au début du troisième quart, le drop de Kelsey qui a donné une interception au lieu d'un touché. Ça, je l'ai vu en rafale. Mm-hmm. Fait que j'ai brûlé son chandail à Kelsey. Là, dans le fond, on va revenir plus sur le script parce que ça, ce match-là, on va pas rentrer dans le détail, mais on peut en parler un petit peu quand même. La chose que je retiens, c'est quand même fou hein, que peu importe le nombre de verges que tu accordes, qui est comme environ 230 à l'adversaire, tout verge confondu, tu perds quand même le match. Fait que c'est pas le nombre de verges que tu accordes, mais c'est le pointage, là, c'est l'ajout de possession, puis c'est le jeu de territoire un peu là, de. Tu prends les points qui s'offrent à toi, puis bravo, là, dans le fond, aux Eagles, on va gagner ce match-là. Ah, ben oui. Si on revient, Marc, Exactement. au match que tu vas nous analyser, le seul match que tu as vu au complet durant la fin de semaine, ça a été le match de tes Packers. Les autres, c'était un peu coup-ci, coup-ça. Donc, c'était un peu par intermittence. On sait que les Packers, c'est ton équipe, mais ça, c'est un match prime time que j'ai vu aussi, puis que je pense que peut-être Losé aussi a vu. Ouais. Donc, même si c'était Packers, c'est plus parce que c'est un match prime time, mais vas-y, même si c'est 2 semaines de suite, Oui, analyse-nous ce match-là. c'est ça. Commanders, Packers. Mais attends, oh, j'ai pas. Vas-y, oui. What the fuck? Man? Je m'excuse. Vas-y. OK, donc là, les Packers remportent 27-18 dans cette victoire-là. Marc, qu'est-ce que t'en as pensé? La parole est à toi. Non, mais c'est ça ce que je voulais dire avant, c'est que ça fait 2 semaines que je parle des Packers, mais ça ne sera pas le cas à chaque semaine. C'est vraiment parce que c'est un match prime time. Puis c'est un match aussi que c'est deux équipes qui sont supposées participer aux éliminatoires. C'est deux équipes qui, l'année passée, ont participé aux éliminatoires. En début de saison, je pense que la majorité des experts plaçaient ces deux équipes-là en éliminatoire aussi. Fait que, je pense que ça fait aussi du sens d'en parler, même si les Packers sont mon équipe. Puis pour vrai, la défensive des Packers, honnêtement, a fait peur. Là. Après 2 matchs, là, je vous avoue que pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Jaden Daniels s'est fait saquer 4 fois dans ce match-là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la pression sur lui vraiment souvent. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. Le front défensif des Packers a réussi à rentrer. Pour vrai, j'ai l'impression que presque à chaque jeu, le front défensif des Packers rentrait puis mettait de la pression. Puis, au sol, ils n'ont rien donné. Là. Ils ont donné 51 verges totales de verges au sol. Ça, c'est comprenant 7 courses à Jaden Daniels. Donc, ils n'ont vraiment rien donné à Eckler qui s'est tristement blessé au tendon d'Achille. Sa saison est terminée malheureusement pour Austin Eckler. Je pense que ça peut quand même faire mal aux Commanders, cette blessure-là, parce qu'ils ont envoyé Brian Robinson aux 49ers avant le début de la saison. Là, ils perdent Eckler. Fait que c'est sûr que là, ça va commencer à être mince un petit peu là, au poste de running back pour les Commanders. Sans être autant explosif qu'il a été par le passé, ça restait de loin leur meilleur pass catcher dans les running backs. 100%. Ça va faire mal au plan de match, clairement. Exact. Et Eckler, il était bon aussi pour ralentir des rushers qui allaient sur le corps. Il prenait le temps de rentrer en contact, puis juste essayer de déranger un petit peu, donner une petite fraction de seconde. Oui, absolument. Il n'avait pas du contact, il était bon pour défendre son corps. Fait c'est vraiment une perte. Comme tu as dit, là, il y a un coureur intelligent qui était bon dans toutes les sphères de son jeu. Fait que c'est une grosse perte.
Exact. Fait que tu sais, ça, c'est une grosse perte pour les Commanders. Puis ça va être à regarder pour la fin de la saison parce que je ne sais pas, tu sais, c'est-tu parce que les Packers ont été vraiment dominants ou que les Commanders ont été moins bons que je m'en attendais, mais vraiment 27-10, je trouve que même le score ne reflète pas à quel point les Packers ont mangé les Commanders. Il y avait une seule équipe. Tu sais, il y avait une seule équipe sur le terrain dans ce match-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est sûr que j'aurais tendance à dire, en étant un fan des Packers, que c'est vraiment les Packers qui étaient trop forts pour les Commanders, mais moi, c'est peut-être quelque chose qui sera à prendre en considération dans les prochaines semaines, de voir un peu la tendance des Commanders pour les semaines à venir, parce que ça reste que l'année passée, les Commanders, c'était un peu une surprise avec Jayden Daniels, c'était sa première année. Il y a eu des grosses statistiques. Puis j'ai comme l'impression que peut-être qu'il va y avoir une espèce de ralentissement, surtout avec le Eckler est blessé. J'ai pas tant aimé le match de Jayden Daniels, moi. Oui, puis question vite de même. Qu'est-ce qui se passe avec Terry Scary? Il est où après 2 matchs? Absolument pas impliqué dans le game plan. En fait, tu sais, ça, c'est un classique. Là. Ça fait plusieurs années de suite qu'il y a des wide receivers qui font pas le camp d'entraînement parce qu'ils veulent être payés cher. Ils ratent le camp d'entraînement, ils arrivent, il reste 2-3 jours avant que la saison commence, ils sont pas du tout game shape, ils ont un lent début de saison. C'est arrivé avec Brandon Ayuk l'année passée, c'est arrivé avec le gars des Bengals, là, T. Higgins aussi par le passé qui avait manqué. Fait que, tu sais, à chaque année, il y a un wide receiver qui dit « Moi, je vaux plus que ce que je suis payé. » Il rate tout le camp d'entraînement, puis ça chie complètement son début de saison. Puis pour vrai, il était pas game shape, le McLaurin. Mais pas juste ça, Marc-André, comme tu dis, il y a ça, mais aussi, c'est si tu n'as pas les reps avec ton corps pour le synchronisme, le timing, c'est que dans le fond, les fois, on n'est pas au même diapason, puis ça a un impact sur le jeu. Là. Si tu n'es pas en confiance 100%. Ou tu n'as pas le read, puis tu n'as pas genre les petites micro-discussions, puis toutes les affaires de même pour hey, si tu vois ça, va-le à la place, fais tel ajustement, ça peut être plus. Ça peut être plus difficile à commencer à mettre la machine en marche. Exact. Fait que c'est sûr que j'ai quand même certaines inquiétudes côté des Commanders. J'ai hâte de voir où ça va s'en aller tout ça. Par contre, du côté des Packers, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Là. Pour vrai, défensivement, on en a parlé, mais même à l'attaque, je trouve qu'ils n'ont pas encore atteint leur max. Je trouve que Josh Jacobs n'a pas encore atteint son cruising, tu sais, je sais pas comment dire ça, sa vitesse de croisière qu'il avait l'année passée. Je trouve que c'est quand même un départ un peu plus lent. Jordan Love a des très bons moments, mais il y a aussi 2-3 séquences au milieu de la game qui étaient complètement off. Fait que j'ai l'impression qu'à l'attaque, les Packers sont capables d'en donner encore un petit peu plus que ce qu'ils ont donné, mais ça reste qu'après 2 semaines, ils viennent de battre 2 équipes que presque tout le monde avait placées en éliminatoire. Puis c'est quand même impressionnant de sortir de là avec 2 victoires. Puis pas 2 victoires à l'arraché, 2 victoires où ils ont complètement mangé l'autre équipe. Ils ont mangé les Lions semaine 1, ils ont mangé les Commanders semaine 2. Je pense qu'il y a quand même des petits tune-up côté attaque, mais ça reste que la défensive des Packers, à date, en 2 semaines, je n'ai pas vu une autre équipe avec une défense qui fait peur comme ça dans la ligue. Écoute, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'en parlais avec mes chums pendant les matchs. La défense des Packers, clairement legit. Là. Il y a quelque chose qui se passe là. Si j'essaie de jouer l'avocat du diable pour dire, écoute, une équipe ne passera pas non plus de 2-3e dans sa division à finir premier de la conférence en 2 semaines. Là. Par contre, 2 extraordinaires performances. Il ne faut pas oublier 2 matchs à la maison, par exemple. C'est sûr. Ça c'est sûr que ça aide. Le hype avec Micah Parsons, la défensive qui est on point, le Lambeau Field qui se peut plus parce que les fans sont endiablés. C'est sûr que 2 performances comme ça à l'étranger auraient été encore plus significatives, mais ça reste que clairement, il y a quelque chose qui se passe à Green Bay. La défensive est là. Je suis d'accord avec toi, l'offense, c'est pas... on va comparer, mettons, c'est pas rodé comme présentement comme les Ravens. C'est ça, exactement. Il y a des bonnes drives, il y a des moins bonnes drives, il y a des bonnes décisions, des moins bonnes décisions de Jordan Love, mais grosso modo, ça a été une belle performance quand même. Puis tu sais, même si tu n'arrives pas à produire à chaque drive, si tu joues bien le script du match, si tu joues bien le cadran, si tu sais, Josh Jacobs, il avait eu 3,5 de moyenne par course. C'est faible pour un top-tier running back. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même rushé pendant 23 courses. Fait qu'ils n'ont pas abandonné le jeu au sol, même si il y avait l'avance, ils ont joué leur game plan. Puis, honnêtement, on ne peut pas passer sous silence Tucker Kraft. Quel match. Excellent match. Ouais.
Puis là, Extraordinaire. fantasy tip, si vous pouvez le bencher pour les 3 prochaines semaines, benchez-le, parce que connaissant le plan de match des Packers, ils vont changer. La semaine prochaine, ça va être un autre. La semaine prochaine, ça va être un autre. Fait que Tucker Kraft va avoir genre un target pour les 3 prochaines semaines. Attendez 5 semaines, puis leur ouais, c'est ça. Mais quand même, j'ai une question pour toi. Oui. Dans le fond, j'en ai une par équipe. Oui, vas-y. Juste pour que tu saches un peu. Puis Lozzy, tu pourras réagir après. C'est dans le fond pour les Commanders, ça fait 2 semaines de suite, puis ils nous ont habitués la semaine passée à des débuts de match lents, il y a des fins de match où ça se passe un peu mieux. Là, ma question, c'est comme j'ai pas vu le 4e quart, ce que j'ai dit au complet, mais je me suis endormi à un moment donné, là, puis je me suis réveillé, puis j'ai fermé mon cellulaire. Mais est-ce que ça a été du garbage yard ou c'est qu'ils ont commencé à trouver des solutions? C'est parce que la semaine d'avant, ça a été pour une victoire. Ils se sont réveillés alors que le début de match n'était pas étincelant. Est-ce que c'était le même scénario qui était en voie ou c'était juste du garbage yard et ils ont laissé les points aller? Comment ça s'est passé pour les Commanders? En fait, ce qui est arrivé, c'est que les Commanders, après 3 quarts, il y avait juste 3 points de marqués. Là. Fait que les 3 premiers quarts, l'attaque n'a rien fait. Ils ont marqué un touché au début du 4e quart qui était un touché legit. C'était une belle séquence. Puis ils ont marqué un touché sur la dernière possession de la game qui était effectivement du garbage yard. Là, que là, justement, un peu comme Lozzy a dit, je me souviens plus si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines que tu parlais des défensives qui changeaient de mode de jeu quand ils venaient par beaucoup. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, sauf que là, dans ce cas, oui, j'avais parlé de ça par rapport au match Ravens-Bills. Oui. Parce que c'est un match de 2 possessions au milieu du 4e quart. Mais Ouais, là, c'était vraiment un match qui était exact. hors de portée. En fait, c'était pas pour blâmer le fait d'avoir fait ça, c'était plus pour expliquer que le dernier touché, c'était vraiment du garbage yard. Là. Pas, la dernière drive, c'était parfait pour n'importe qui a des joueurs de Washington dans Fantasy. C'est ça que tu veux. Exactement. C'est exactement au bout de la ligne, c'est ça que tu veux. Hein, en fait, oui. Tu veux que tous tes joueurs d'attaque soient down 20 points au 4e quart parce que tu sais qu'ils vont avoir des garbage yards. C'est ça. Fait que voilà, c'est ce qui fait que ça finit par 9 points. Mais tu sais, ça aurait dû finir par 15-16, ce match-là. Là. Avec les Commanders, c'est pas qu'ils ont réussi à trouver des solutions et à se rallier, c'est juste du garbage yard. C'était vraiment zéro inspirant pour eux. Ça peut jeter une douche d'eau froide pour les matchs à venir. Il faut voir s'ils vont bounce back ou est-ce que c'est une nouvelle norme. Est-ce qu'ils vont vraiment être lents à chaque début de match? Puis des fois, ça va juste écraser. Exact, mais tu sais, ça reste que, tu sais, c'est sûr que l'échantillon est quand même petit, mais les Packers ont complètement anéanti l'attaque des Lions semaine 1. Puis les Lions ont mis 51 points la semaine 2, la semaine d'après. Fait que, tu sais, l'échantillon est petit, mais est-ce que c'était l'attaque des Lions qui était si poche que ça à cause de l'ajustement de nouveau coordinateur puis tout ça, ou c'est la défensive des Packers qui était vraiment... Fait que, tu sais, l'échantillon est encore petit. C'est pour ça qu'au début, je disais... Je mets quand même une petite étoile à côté de Washington. J'ai hâte de voir ils s'en vont où parce que c'était pas inspirant. Parce que pour l'attaque des Packers... mais vas-y, Lozzy, avant ça. Je voulais juste dire, s'ils veulent commencer un match de meilleure manière en attaque, il va falloir qu'il se passe de quoi cette semaine parce que veut pas, on savait tous que les running backs, ça allait être un comité à Washington. Un peu des 3-4 running backs qui sont là, qui pouvaient jouer. Mais il y avait seulement un bon pass catcher, puis ça, c'était Eckler. Ils l'ont pu. Fait que s'ils veulent mieux commencer un match, quand tu perds des joueurs, c'est pas la meilleure façon de le faire. Il va falloir que McLaurin soit impliqué beaucoup plus qu'il l'est en ce moment. Tu veux pas, ça reste que c'est de loin ton meilleur receveur. Ben, le Debo est rendu là. Scary Terry, ça a été off-season, ça a été long avant qu'il ait son contrat. Oui, ben c'est ça, exactement. C'est ça que Marc-Henri parlait tantôt. Tu sais, Debo est extrêmement bon. J'ai toujours adoré ce joueur-là. Mais moi, je pense que McLaurin, tout le long de sa carrière, a été, avant de trouver Jayden Daniels, avait été un petit peu gaspillé son talent à cause 100%. Des carrières qu'il y avait là-bas. Parce que côté de talent, je pense pas que personne deviendrait fou si je disais que c'est probablement un top 10, top 15 en termes de talent dans la ligue, Terry McLaurin. Par contre, là, il est zéro impliqué dans une attaque qui ne fonctionne pas. Ça, c'est inquiétant. Il va falloir qu'il se passe de quoi cette semaine puis que le coach il fasse ses devoirs. Là. Ouais. Exact. Il joue quand même les Raiders la semaine prochaine. C'est pas un match dans la poche. Là. On en parle non, bonne défensive, c'est ça l'affaire. Parce que les Raiders, pour l'instant, de la misère à marquer des points. Par contre, 2 bonnes performances en défensive. Fait que si tu veux que ton attaque s'active un petit peu, ben, il va falloir qu'il se passe de quoi. Ouais. Mais en même temps, pour les Packers, vous dites qu'ils peuvent faire plus. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que, surtout avec le coaching staff, la manière qu'ils produisent depuis plusieurs années, c'est qu'ils sont très conservateurs. Fait que c'est pas du genre des Lions qu'on va écraser par 30 points, l'adversaire. Je pense qu'ils sont allés, on garde le plan de match, puis ils n'ont pas senti le sentiment d'urgence, puis ils n'ont pas essayé peut-être les jeux plus risqués. Puis j'ai trouvé de l'attaque bien huilée, puis même ça ne produisait pas de points. C'était quand même, c'était pas, je pense dire ça, c'était pas pour moi, c'était pas genre désagréable ou c'était pas comme
pas inspirant. C'était pas genre un tree and out, boboche, puis t'es comme, tu sais, il y a eu quand même des jeux intéressants. Ouais, mais je Malgré pense tout. que qu'est-ce que Marc il voulait dire par rapport à ça, c'est que au début, ils sont sortis complètement en feu. Il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Tucker Craft était en train de démolir Ouais. complètement Washington. Puis là, il y a eu un genre de 3-4 drives collés que il ne s'est pas passé grand-chose. C'est ça. Mais on le sait, là, historiquement, puis même dans les dernières années, ça n'a pas changé. Green Bay, leur identité, c'est de courir le ballon. Ça a toujours fait partie du plan de match. Fait que c'est sûr que quand ils ont le lead en partant, ils ne vont pas déroger de ce plan de match-là. Ça, c'est clair. Mais il y a eu une période dans le match où, tu sais, Matthew Golden, zéro impliqué. 0-0. Les fans à Green Bay ne se pouvaient plus après le repêchage. C'est le premier wide receiver en première ronde en 25 ans. Green Bay repêche. Oh my God, il va être over tout le monde. Puis là, même avec Jaden Reed qui sort au premier quart, il est zéro impliqué. Des routes qu'il n'est pas capable de se défaire, il ne crée aucune séparation. Fait que ça fait en sorte que milieu de match, il y a eu 3-4 séquences de suite. Mais au bout de la ligne, tu regardes le score, c'est pas grave, ils mènent par 16, 17, 18, peu importe c'était quoi le pointage. Mais c'est plus de ce côté-là. C'est pas inquiétant l'attaque, mais c'est pas non plus un juggernaut, si on peut le dire de même. Exact. Puis tu sais, pour les Packers, je veux juste ajouter que tu sais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai hâte de les voir jouer un match serré. Justement, pour voir si ce milieu de match-là, l'attaque va être capable de mieux les gérer, mais je veux quand même vous présenter quelque chose parce que j'ai l'impression que ça va être... Est-ce que tu parles de garder le composure, tu parles du coach prendre des bonnes décisions? J'ai l'impression que ça va être vraiment long avant que les Packers jouent un match serré parce que si vous regardez leur cédule, là, les Browns, les Cowboys, bye week, les Bengals sans Joe Burrow, les Cardinals, les Steelers, les Panthers. Pour vrai, les Packers pourraient être 8-0 là, après la semaine 9. Là. Il n'y a aucun adversaire là-dedans qui va finir en haut de 500. On peut toujours en échapper un, Marc. Oui, non, je comprends, mais je veux dire, pour vrai... Mais je comprends que c'est accessible. Ça reste que pour vrai, leur prochain match-up qui se peut, là, c'est les Eagles semaine 10. Là. Faut juste pas qu'il échappe semaine 5, là, je te dirais. Non, il y a Dallas. Semaine 5, c'est le bye week, c'est mon gag. En fait, Dallas on va voir si la défensive des Packers est capable d'arrêter. Parce que si l'attaque de Dallas fait rien, probablement que l'attaque des Packers va être capable de mettre Dallas, des points sur le tableau contre la def de Dallas. Dallas, pour l'instant, l'attaque est pas à peu 100%, près. 100%. Pas à peu près. Ouais. Maintenant, passons au prochain match par comité. Lausie, tu as dit que tu n'avais pas grand-chose à dire sur ces matchs-là, mais c'était les 2 matchs du Monday Night. Tu n'étais pas là pour en parler. Nous, on se demandait si on allait rester réveillé ou pas. Toi, tes petites filles t'ont laissé réveiller. Fait que tu as écouté les matchs, on dirait. Ça s'est passé pour... Ouais, exact. C'est ça. Fait que dans le fond, les Buccaneers contre les Texans, les Buccaneers l'emportent 20-19 dans un thriller de fin de match. Un match sandwich, chaud au début, il ne se passe rien, puis chaud à la fin. Et les Chargers l'emportent facilement contre les Raiders 20-9. Parle-nous un peu de ces matchs-là, comme tu le sens. Ben, écoute, comme j'ai dit tantôt quand on s'en parlait, c'est pas des matchs qui ont été honnêtement extraordinaires. Par contre, quand tu regardais le premier match, Tampa Bay Houston, après les 4 premières drives, il y avait 3 touchés, un placement, les attaques avançaient le ballon comme ça se peut pas, des gros catchs, des grosses courses. On dirait que tout le monde est impliqué. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis plus rien. Comme silence radio, ça a été Puis honnêtement, c'est même pas... Ben, la ligne à l'attaque des Texans est revenue, la ligne à l'attaque des Texans, au fur et à mesure que le match avançait. Ça, honnêtement, être l'organisation, j'aurais mis tous mes effectifs, les changements d'effectifs pendant le off-season pour régler ce problème-là, mais le plus que le match allait, puis c'était un désastre, post-CJ Stroud, il a l'air d'être tout seul. Il y avait 0 running game. Je pense que Nick Chubb sur ses... Ben là, il y a une grosse course. Oui, c'est ça. Il a fait un touché de 20-24, quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, je le lis ici. Là. Son touché, c'est 25 verges, puis il y a 43 verges dans le game. Là. Ce que ça veut dire, c'est que... combien de carry? C'est ça 12 carry. Fait qu'il y a sa course de 25, fait qu'il y a 18 verges sur 11 carry le reste de la game. Ça n'avait aucun bon sens. Ça n'avait aucun bon... Fait que même les scénarios, les situations où tu vas chercher ta première passe, un 4-5 verges, puis là, il est obligé de...
il est obligé de courir parce qu'il y a trop de pression. Puis là, tu es en 3-1, donne le ballon à ton running back, obligé de dégager parce que même pas capable d'aller chercher une verge. Ouais. Mais ça, au bout de la ligne, je blâme pas tant Nick Chubb parce que si la ligne à l'attaque, CJ Stroud, il se fait toujours bardasser puis il se fait toujours presser, ben la ligne à l'attaque n'est pas meilleure pour ouvrir les brèches pour le jeu au sol. C'est toute part de là. C'est pas juste du blocage. Ben oui. Il faut le running game. C'est tout ça se fait toucher beaucoup derrière la ligne d'engagement. Oui, absolument. Le premier contact, est-ce que quand il brisait son contact, c'était pour avoir un jeu comme semi-positif ou genre juste un jeu nul? Ben des 0 verges, des 1 verge. C'était vraiment ça. Puis tu sais, Nick Chubb, oui, veut pas avec ses blessures aux genoux, ça reste que c'est un running back qui est extrêmement comme pas trapu, mais tu sais, c'est un bloc. Là. Ce gars-là a toujours été extrêmement bon pour les petites courses, justement, pas capable d'avancer le ballon. C'était vraiment pathétique. De l'autre côté, les joueurs de Tampa Bay, super. L'attaque avait l'air de super bien aller. Ils se sont tirés dans le pied une couple de fois. Placement manqué encore une fois, les kickers cette semaine. Ah, ça, les batteurs, là. Ça n'a aucun bon sens. Écoutez, là, je ne fais pas de name drop. En fait, je ne sais même pas qui a collé ça. Mais j'écoutais Sportsnet cette semaine. Je pense que c'était lundi soir. Puis il y en a un qui est arrivé, puis il a juste dit à quel point que les batteurs faisaient une bonne job. Là, juste parce que, dans le fond, Brendan O'Brien a fait 64 lui, il est bon, mais les autres... C'est ça, exactement. Je suis comme, le kid, c'est un talent générationnel, mais les batteurs, ça n'a aucun bon sens. C'est pourri, là. Là, Tampa Bay était à un moment dans le match où il pouvait, sans mettre le match hors de portée, se donner une avance confortable. Puis le batteur manque un placement relativement facile. Je pense à 36 verges de mémoire. Puis là... Puis là, les choses, ils changent complètement. Après ça, en troisième essai, Mayfield peut courir, mais il ne le fait pas. Puis là, il passe proche d'échapper le ballon. Puis là, en quatrième, il échappe le ballon parce qu'ils vont en 4e et 1. Puis ça n'a aucun bon sens. Quel mauvais call. J'adore le coach de Tampa Bay, mais je ne peux pas concevoir que tu es en 4-1, tu mènes par une possession, tu es dans ta zone. Tu y vas, puis là, Mayfield, il échappe le ballon. Fait en plus, ça tombe Houston reprend le ballon à la ligne de 30. C'est vraiment décousu. Fait que tout ce qui est parti pour être un shootout offensif extraordinaire pour les viewers, c'est tout contourné en jeu des Steelers de Pittsburgh un peu boboche. Wow, OK. Excuse, c'est pas eux autres. Wow, je me suis trompé de game. Non, mais tout ça pour dire, par contre, il y a eu... Marc-André, il glow, là. Ces Packers, là, sont legit en défensive. La puissance powerhouse. Ils vont être gagnés du Super Bowl cette année. Puis genre, ils bâchent les Steelers. Là, l'osé se met de la partie. Là, je me sens... aïe. Faut voir l'expliquer les faits. Tout ça pour dire, par contre, le pâtissier, il a fait sa job. Il fait la job. Baker a été extraordinaire. Là, c'est pas un statement que je vais faire parce que n'importe qui regarde les statistiques. Par contre, moi, sans être un fan des underdogs, moi, je suis un fan des gars qui sont underrated. Tu sais, souvent, le narratif des médias va apporter une certaine vision côté téléspectateur, côté fan, que lui, ils disent tout qu'il n'est pas bon, fait qu'il n'est pas bon. Il était pas bon au début, fait qu'il ne sera jamais bon. Puis, tu sais, veux pas, le meilleur exemple, c'est le hate sur Lamar encore aujourd'hui, malgré qu'il y a probablement les meilleurs stats de l'histoire du football en ce moment. Mais le narratif envers Lamar, c'était qu'au début, c'était juste un running back, fait que c'était encore ça. Puis Baker, il était pas bon, fait qu'il est encore pas bon. Ben, j'ai des petites statistiques. En fait, je ne les ai pas, mais je les ai vues. Depuis 2023, premier dans la ligue pour les passes de toucher, premier dans la ligue en termes de verges, premier dans la ligue pour les comebacks au 4e quart. C'est incroyable, ça. Honnêtement, le gars, il devient de plus en plus legit, puis c'est rendu un hands down top 10 dans la ligue, puis se rapproche dangereusement du top 5. Tu sais, c'est pas un talent brut comme un Herbert, qui fait super bien cette année, mais que les autres, avant, il n'était pas capable de gagner les matchs. Mais Baker, il va gagner les matchs. C'est un winner. Il y a ça dans l'ADN. Puis là, ben, il a fait... Qu'est-ce qui est arrivé? Il reste 1 minute. Ils n'ont plus de time-out. Ils n'ont pas le choix de runner... il y avait des time-out, désolé, mais ils n'ont pas le choix de runner le ballon. Ils perdent par 4
de mémoire. Ouais, par 4, ils ont gagné par 3. Fait qu'il n'y a pas le choix de faire un toucher. Qu'est-ce qui se passe? Premier et 10, passe manquée, 4 et 10. Il va chercher le first down avec une course de 15 verges, puis orchestre après ça une attaque. Il a juste lancé le ballon à Bucky toute la drive. Mon joueur, mon kid, Bucky, je l'adore. Ton enfant, ton fils, t'es son papa. Ouais, exact. Je l'adore. Puis ils ont donné le touchdown à White. Ça, c'est moins le fun, par exemple. Mais au bout de la ligne, Baker a fait une job exceptionnelle. Fait que le gros point à se rappeler de ce match-là, c'est j'ai l'impression, même si je pensais que Houston arracherait ce match-là avec leur défensive, j'avais mis Houston comme gagnant. Tampa aurait pu facilement gagner ce match-là par beaucoup s'il n'avait pas cafouillé. Parce que leur attaque était clairement mieux runnée, mais ils n'étaient pas capables de rien faire. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé à ce match-là. C'est pour ça que je dis que on en parle un peu, mais c'est pas clair que qu'est-ce qu'il y avait dans ce match-là. Lozé, ce que tu dis par contre sur Baker, c'est vrai, c'est qu'il est legit. En playoff, il fait des bonnes performances. Absolument. Il est capable de gagner des matchs en éliminatoire aussi. Donc, c'est pas juste un boss. C'était le scapegoat beaucoup pour les Browns. Parce qu'on dirait qu'ils sont comme on va thrower le corps, puis c'est comme plus facile à remplacer que tout le reste de l'équipe. Mm-hmm. Mais ultimement, il a bien fait avec son court séjour aussi avec les Rams. Après ça, dans le fond, ils n'ont rien voulu savoir de lui parce qu'il y avait déjà Stafford. Puis, qu'il se trouve une niche avec les Bucks, post-Tom Brady, je trouve ça cool pour les Bucks. Je trouve ça cool pour lui aussi. Puis, il est vraiment apprécié. On en parlait. Il y avait même un documentaire sur YouTube. Là. Il y avait un long vidéo où il se déguisait puis il faisait une tournée avec des fans. Une vidéo à regarder. C'est vraiment drôle. Mais tu vois qu'il est apprécié par les fans et les supporters. Fait que tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe. Je suis le fun d'avoir compétitif. Puis, à la fin de l'année, ça va faire une différence, ces victoires-là. Même si c'est pas beau, ça l'aide le seeding, puis ça va être des victoires importantes. Fait que c'est des matchs à ne pas laisser aller, là, parce que tant mieux pour eux. Puis je suis vraiment content pour le projet des Bucks. Tu sais, c'est pas, à la limite, c'est pas beau, mais il ne faut pas oublier que Houston a une des 5 meilleures défensives de la Ligue. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est pas une équipe contre qui c'est facile de faire des points. Puis quand il a été le temps qu'il avait besoin de faire des points, il a fait son toucher. Ouais. Puis ça a beau ne pas être beau comme script ou comme performance. Par contre, quand tu gagnes par 3, parce que tu t'es fait revenir de l'arrière, parce que ton QB a lancé un pick en fin de game, mais là, finalement, ta défensive a le holder, tu gagnes quand même, versus tu gagnes par 3 parce que ton QB, à qui tu donnes les dollars, à qui lui va te faire la drive pour gagner le match, ça, c'est tout le monde, la différence entre les deux. C'est vraiment cool. Le sentiment est différent après cette victoire-là on a presque l'échappé. Mes deux highlights, vous avez vu, peut-être que je vais pouvoir réagir aussi à ça. Mes deux highlights préférés du match, c'est Anderson qui fight alors que Baker a le first down sur un jeu. Il pense qu'il a fait un jeu négatif et qu'il a comme stoppé Baker Mayfield. Will Anderson qui fight, il prend pas compte. Il lève le doigt. Il a levé le doigt au ciel, puis Baker, il a dit non, ouais, c'est qu'on move le marqueur. Ça, c'était drôle. Puis Baker qui se fait comme mal à la cuisse, puis il se lève pour talk trash l'autre. Puis là, ça, en entrevue, il a dit au reporter, le reporter, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu t'es blessé sérieusement, puis là, tu t'es levé, puis tu as talk shit. Puis il dit we don't take no shit here. Tu sais, il a juste dit il y a des choses plus importantes qu'avoir mal. Tu sais, fait que tu vois que même s'il y a des blessures, puis il l'a fait souvent, pas juste dans ce match-là, même si des fois il va pas bien, il donne son 100%, peu importe c'est quoi son 100%. Fait que c'est le fun de voir encore qu'il se démène malgré les petits bobos quand même, puis qu'il peut produire, c'est le fun. Je veux pas trop m'attarder, mais je veux quand même dire que pour moi, l'attaque de Houston est très inquiétante. Là. Pour vrai, Nico Collins a été il y a 9 targets, là, mais pour vrai, il y a 3 catchs. Il était seul au monde plein de fois. CJ Stroud. Exactement, pour vrai. Tu sais, tu parlais de McLaurin tantôt. Nico Collins, clairement un des meilleurs receveurs de la Ligue aussi. On ne l'a pas vu. Le jeu au sol n'est pas là. CJ Stroud, après, comme tu disais, la première année exceptionnelle, deuxième année moyenne, moi, je trouve que c'est inquiétant ce qu'on voit actuellement de Houston. Puis pour vrai, on les mettait clairement favoris dans leur division pour gagner leur division cette année. Mais je vous annonce après 2 semaines que les chances de voir les Texans gagner leur division, c'est ultra faible là, pour vrai. Là. Ben, ça reste que leur division est extrêmement faible. Fait que c'est pas alarmant, mais il faut que ça se réveille dès la rapidement, là. Ouais. Avais-tu quoi de pertinent à dire sur les Chargers Raiders ou on passe au segment de division? Écoute, ça va être très, très, très bref. Première demi, complètement
horrible à regarder. Je pense que les 2 QB étaient en bas de 100 verges en première demi. C'était vraiment un spectacle moribond. Là. Par contre, moi, j'avais hâte de voir Genty contre une bonne défensive. La performance, pas extraordinaire, mais beaucoup mieux que son premier match. Presque à 4 verges par carry. Il a réussi à performer un petit peu, mais Geno Smith, écoute, il y en a des mauvais corps dans la ligue, fait que ça se peut que ce soit battu, mais ça va probablement être dans une top 5 à maximum top 10 des pires performances de la saison. C'était vraiment, vraiment horrible. Des passes manquées par des fois 7-8 pieds en haut des receveurs. Des passes complètement. Tu sais, quand tu vois le replay, c'est toujours facile. Hein? C'est comme être le Monday morning quarterback. T'sais. Par contre, eux autres sont payés pour ça. Ils font des 40, 50 millions. Ils sont supposés voir les gars qui sont open. Fait que, quand ton gars est complètement open, midfield, ça se peut pas que tu lances ça sur le flat et que tu lances un pick. Ça n'a pas de bon sens. Fait que performance catastrophique de Geno Smith. C'est pas mal ça. Écoute, les Chargers ont été fidèles à eux-mêmes. Excellente défensive. Par contre, là, Marco n'est pas là pour se défendre, mais écoute, ça va super bien les Chargers. Herbert, il joue super bien. Il protège le ballon, ce qui a toujours été bon à faire. Par contre, la seule chose qui m'inquiète pour les Chargers, clairement pas la défensive, parce qu'elle produit comme on pensait qu'elle produirait, c'est qu'au début de la saison, tout le monde, la planète football au complet, était d'accord pour dire que ce serait un run-heavy offense. 100%. Là, c'est bon. Herbert a commencé à mettre ses jambes un petit peu plus en jeu. Comme Marco parlait la semaine passée, que c'était un travail avec le coordonnateur offensif. Il voulait l'impliquer un peu plus avec le coach. Ça, c'est bien fait, mais le running game des Chargers est extrêmement inquiétant. Ils s'attendaient à être tout feu, tout flamme avec leur O-line qui est dévastatrice, avec Hampton qui avait un méga hype. Là, ça a été un désastre. Hampton avec un méga fumble au mauvais moment. Ça aurait pu ramener les Raiders dans le match si Geno Smith n'était pas si mauvais que ça. Fait que non, les Chargers, fidèles à eux-mêmes, excellente défensive. Par contre, leur jeu au sol, pas que c'est inquiétant, ça reste 2 matchs. Il ne faut pas prendre rien pour acquis après 2 matchs. Par contre, loin d'être aussi performant qu'anticipé. Ouais. Là, dans le fond, Marc, veux-tu réagir à ce commentaire de Lausanne? Non, c'est 100%. Tu sais, honnêtement, j'ai pas vu le match parce que c'était vraiment trop tard. Là. Moi, un match à 10h le soir. Moi aussi, j'ai dormi. Mais pour vrai, ça reste que pour un match que les Chargers gagnent 20-9, de voir que tes 2 running backs ensemble, ils ont juste 16 courses. Pour moi, ça démontre qu'il y a un manque de confiance. Là, parce que si tu es en avant tout le match, c'est pas normal que tu cours juste 16 fois avec tes running backs dans le match. Oui, puis on s'entend un autre. Ah, désolé, je viens. Non, mais juste une petite affaire, tu sais. C'est pas juste que tu es en avant toute la game. Il y a eu des interceptions. Qu'est-ce que ça fait souvent, les interceptions? C'est que le field, il est court. Exact. Quand le field est court, tu es encore plus tenté de courir. Fait que s'il ne court même pas le ballon, c'est parce que leur running back, ils produisent absolument rien. Fait que ça, c'est un peu inquiétant. Oui. Parce qu'un peu, l'impression que j'ai, c'est soit c'est un manque de confiance, soit ils ne produisent pas parce qu'ils n'ont pas le talent ou ils ont trop été amochés par le passé, comme Najee Harris avec toutes ses commotions, blessures aux genoux, aux épaules, puis là, à l'œil aussi. Je pense qu'il n'y a pas une partie du corps qui ne s'est pas blessée dans les 5 dernières années. Mais pour moi, le gros problème, c'est qu'on dirait qu'ils essaient peut-être d'en faire comme les Bills, une couple d'années avec Josh Allen, où ils essaient d'en faire trop. Tu ne peux pas être ton primary passer puis primary runner. Amener, ça va s'épuiser, puis les matchs importants, tu n'iras pas les chercher si on te stoppe toi. La seconde qui ont commencé à impliquer plus James Cook ou d'autres running backs aussi par le passé, c'est là qu'ils ont eu du succès, les Bills. Fait amener, c'est comme, oui, tu vas gagner des matchs en début de saison, mais c'est pas soutenable vers la fin de saison quand il va faire froid, quand tu vas être amoché, quand tu vas avoir eu beaucoup de contacts. Fait à long terme, c'est pas viable. Ça va t'offrir une belle saison, mais c'est comme un one and out après ça en éliminatoire. Fait s'ils veulent, il faut que ça se règle, il faut que les running backs performent, trouver une manière de les solliciter ou que tu fasses des jet sweeps ou que tu impliques à la course tes wide receivers si les running backs, ils ne peuvent pas. Mais il faut que tu trouves une solution pour enlever de la pression un peu à ton corps parce que sinon, j'ai l'impression que c'est pas viable à long terme, cette affaire-là. Oui, puis je suis d'accord, surtout dans un scénario où le script va être différent parce que, veux pas, la défensive des Chargers va être bonne toute la saison, j'ai aucun doute là-dessus.
Mais c'est pas une équipe qui va faire 30 points et plus à chaque game. Fait qu'il y a des matchs où le script va être différent, puis ils vont commencer le match en retard. Mais ces matchs-là, où en plus, s'ils n'ont déjà pas le running game, où là, ça va être encore plus étiqueté par la passe, parce que là, ils perdent par 14, par 16, par 17. Là c'est là que tu mets Herbert dans des situations plus critiques. Ouais, pas évidente, où est-ce qu'il va essayer le jeu de trop, qu'il va recevoir un contact plus violent, puis qu'on essaie d'éviter. Parlons des divisions maintenant. Marc, tu voulais qu'on parle d'une division qu'on ne voyait pas venir, qu'on début de podcast, avant même la saison, la AFC South, avec les Colts, Jaguars, Texans, Titans. On ne les voyait pas venir. On s'attendait pour dire que fort probablement les Texans allaient emporter la division. Puis suite aux 2 premières semaines, on se rend compte que visiblement, les Colts sont en train de gagner cette division-là. Je sais que c'est seulement 2 matchs, mais à voir comment les matchs se jouent, c'est quand même inspirant pour les Colts. Première équipe qui a punté 0 fois dans les 2 premières games. Ils marquent que des points. All I do is make some points. Dans le fond, Marc, réagis en premier par rapport au fait qu'on ne l'avait pas vu venir. Puis ensuite, Losé, tu pourras commenter par la suite. Ben, tu sais, clairement, moi, le premier, je n'avais pas du tout vu venir les Colts avec Danny Jones avec 2 victoires après leurs 2 premiers matchs. Je pense quand même qu'à 2 victoires, pour moi, les Colts ne sont pas un powerhouse dans la AFC. Là. Ça reste que non, dans la victoires. AFC South. Non, oui, exact. Non, mais je OK. parle plus large dans le sens que dans la AFC, même s'ils sont à 2-0, je ne les vois pas nécessairement comme étant un powerhouse, mais ça reste que dans une division qui est excessivement faible, c'est clairement eux qui ont été les plus impressionnants après 2 semaines. Comme je disais, pour moi, les Texans, leur attaque démontre énormément de red flags. Je suis inquiet. Jacksonville, je n'ai pas tant confiance en cette équipe-là. Je n'aime pas tant comment ils utilisent Travis Hunter, qui est supposé être leur grosse acquisition au draft. Ils ne l'utilisent pas. Ils l'utilisent, exactement. J'aime pas vraiment ça. Trevor Lawrence, je ne suis pas un grand fan. Fait que Jacksonville, j'ai pas tant confiance. Puis Tennessee, clairement, ils ont besoin de temps. Là. Ils ont quelques jeunes joueurs, mais ils ont besoin de temps. C'est pas cette année. Fait que, tu sais, ça va être une division pour vrai. Les Colts, les Jaguars puis les Texans peuvent gagner cette division-là encore. Mais ça reste que pour moi, peu importe, ils vont recevoir un match éliminatoire puis ils vont se faire planter par genre les Raiders ou les Chiefs qui vont être wildcard puis ils vont aller les péter chez eux. Losé. Écoute. Marc-André qui est slick, mais des petits statements. Là, je sais pas si non, mais pour moi... moi, j'ai tout entendu, le petit statement. Je peux pas concevoir qu'il y a déjà give up sur les Chiefs pour la division. Ouais. En tout cas, j'ai entendu ça, moi. Ouais, j'ai entendu ça clairement. Non, mais honnêtement, pour retourner dans le vif du sujet, merci. pour le AFC South, moi, je trouve que la meilleure chose à dire, c'est que pour l'instant, il n'y a rien à dire sur cette division-là. Beaucoup de choses qui arrivent à l'inverse de ce qu'on aurait pu croire. Par contre, Houston qui ont échappé 2 matchs, mais contre 2 bonnes équipes. Les Colts qui ont battu Miami, écoute, c'est ça, pas besoin d'en dire autant. Là, cette semaine, c'est un peu plus un question mark pour moi. Est-ce qu'ils ont battu Denver, qu'on pensait qu'il allait être extrêmement bon cette année, parce que Bo Nix, première année, mais là, décevant après 2 semaines. Est-ce que ils sont vraiment meilleurs pour avoir battu une équipe comme Denver, qui ont probablement la meilleure défensive dans la ligue? Ou Denver, c'était un peu un feu de paille, puis là, il faut que les choses se reprennent aussi. Tu sais, c'est pas comme s'ils avaient battu, justement, tu sais, Chargers ont fait un plus gros statement en battant Casey, même si Casey reste qu'ils sont blessés, il manque des joueurs, ça reste Casey. C'est un plus gros statement. Ils n'ont pas battu Ravens, ils n'ont pas battu Buffalo, ils n'ont pas battu Détroit. Tu sais, Packers, c'était un vrai statement. Ils ont battu Détroit. Pour moi, les Colts, puis first, moi, je m'emballe jamais après 1, 2, 3 semaines, 4 semaines. Moi, je pense que quand les bails commencent, c'est là que le vrai visage, le vrai dessin des divisions puis du playoff picture, ça commence. Tu sais, veux pas, ça reste qu'encore là, il y a des joueurs qui ne sont pas game shape. Ils devraient l'être, mais c'est la réalité. Ils ne sont pas encore. Moi, je continue à croire que c'est sûr que ça va dépendre des matchs. Ça part 2-0, Houston part 0-2. Je ne vois pas comment que Houston va perdre ces 2 games contre les Colts. Fait au pire, ça va être
un split, mais je vois facilement un scénario où Houston va aller chercher ces 2 matchs-là. Ça les ramène déjà à égalité avec le. Fait que, oui, c'est sûr que par rapport à ce qu'on pensait au début, c'est pas ça qui se produit, mais je suis très, très loin de dire que Houston n'est pas dans ma tête encore favori pour cette division-là. OK. Maintenant, je l'amène ailleurs dans la NFC West, où est-ce que c'est la seule division où toutes les équipes ont une fiche soit gagnante ou non perdante, parce que tout le monde est à 2-0, sauf Seattle, qui est à 1-1. Fait que dans le fond, ces 4 équipes-là se battent encore pour le top de la division. Moi, j'ai une question pour vous dans ces équipes-là, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont des blessures, il y en a qu'on considère peut-être moins bons, peut-être que là-dedans, il y a des opportunistes. Quelle équipe vous inspire le plus confiance avec le début de saison qu'ils ont eu suite à ces 2 semaines? Quelle équipe vous inspire le plus confiance pour les 2-3 prochaines semaines à venir? Pas se projeter trop loin dans l'avenir, mais pour les prochaines semaines, l'oser. Ben là, pour les prochaines semaines, pas vraiment le choix de dire les Rams. Écoute, mon argumentatif va être super bref. Arizona ont eu 2 victoires contre 2 équipes super faibles. Ouais. Seattle, ben, ils sont 1-1. Ils ont perdu contre une bonne équipe, contre San Fran la première semaine. Par contre, là, si mettons, on les enlève parce que justement, ils sont 1-1, les Rams, ils ont fait des bons matchs à l'attaque. La chimie est là. C'est déjà créé. Moi, j'aurais tendance à mettre San Fran au début de la saison. San Fran, pour moi, est en avant des Rams. Mais là, si tu me parles des 3 prochaines semaines avec l'équipe qui est complètement décimée par les blessures, ben là, c'est sûr que le easy call, c'est les Rams. Puis pour moi, les Rams, il y a un gros question mark parce que sur le long run, Nakua finit toujours par se blesser. Stafford, avec son dos, combien de semaines ça va toffer? Est-ce qu'il va être capable de jouer toute la saison? Il était banged up assez pour qu'on ne savait même pas s'il allait jouer le opening game. Fait que quand est-ce qu'il va recevoir un sac? Puis que là, c'est là que ça va être le sac de trop. Mais si tu parles des 2-3 prochaines semaines, pas le choix avec le line-up partant en ce moment de San Fran, c'est pas le choix de dire que les Rams, après 5 ou 6 semaines, devraient avoir le lead dans la division. J'aime ton analyse, mais à long terme, d'abord, ce serait qui? Ce serait San Fran? Moi, à long terme, je suis encore San Fran pour la division. Ouais. OK. Toi, Marc-André, à court terme? Ben, pour moi, c'est sûr que les Cardinals, c'est un faux 2-0. Ils ont battu les Panthers puis les Saints. Là. Tantôt, tu disais qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Pour moi, sont Non, c'est pourris juste les pour deux. vous. Là. C'est pour Steve Mais le pote, pour moi, les Cards, c'est un faux 2-0. Là. Honnêtement, j'aime pas cette équipe-là. Pour moi, les Cards ne feront pas les éliminatoires. Puis sont comme, pour moi, vont finir 4e dans cette division-là. Moi, je ne tasserais pas trop vite les Seahawks non plus. J'aime quand même, j'haïs pas cette équipe-là. Tu sais, c'est pas une équipe de superstars. Tu peux pas dire, hey, ce gars-là, il transporte l'équipe. Tu as Sam Darnold au poste de QB. En défensive, tu as une bonne défensive. Leur coach, c'est l'ancien coordonnateur défensif des Ravens qui a fait un excellent travail là-bas. Fait qu'il y a une bonne défensive. Il n'y a pas de superstar, mais ça reste que c'est une équipe qui fait bien les petites choses. Fait que moi, j'aurais pas tendance à tasser les Seahawks trop vite. Moi, je pense que c'est une équipe qui va se battre pour rentrer en éliminatoire. Mais je suis un peu d'accord avec Losé qu'à court terme, c'est les Rams. Puis tout dépendamment à quel point les blessés reviennent vite chez les 49ers, moi, je pense que les 49ers ont plus d'armes que les Rams at large. Tu parlais de Seattle. Je suis d'accord avec toi. On dirait que c'est les Steelers de la NFC. Ouais. On dirait que la saison commence, puis tu peux étiqueter leur saison à 9-8 en partant. Tu sais pas contre qui ils vont gagner. Ils vont gagner des games contre des top teams. Ils vont perdre des games contre des bottom teams. Et on dirait que c'est une équipe sans saveur. Ils ont une bonne défensive qui va les. Ben, je m'excuse, Julien. Mais non, c'est les Steelers, c'est ça. TJ Watt, c'est la saveur quand même des Steelers. Il y a une saveur et Hayward. What did you just say? Ouais. TJ. What? Not JJ. Hey, on va se calmer un peu là, sur les attaques personnelles. Mais les Seahawks, ce que j'aime beaucoup d'eux, c'est que c'est une équipe qui est quand même encore jeune. Sam Darnold, on parle d'un vétéran quand même, c'est pas sa première année, fait que ça peut quand même rallier des troupes. Il y a du vécu, il y a une belle année l'an passé. Peu importe ce qu'on peut accorder son mérite, c'est à l'entraîneur ou à lui. Il y a quand même, dans le match contre les Steelers, au début du match, c'était tendu. Il a quand même lancé 2 interceptions dans les 4 premières séquences. Puis, il a quand même continué à se battre. Il a gagné des gros jeux en 3e et quelque chose, même des 3e et longs.
Donc, c'est quand même un corps qui ne s'est pas effondré face à l'adversité. Puis, ils ont quand même gagné un match de manière convaincante. Quand tu regardes le box score, tu peux dire par 2 possessions, c'était facile. Ça n'a pas été facile tout le long du match. Puis, il a quand même connu un mauvais début de match, mais il n'est pas resté dans ce mauvais début de match-là. Mhm. Il en est sorti. Fait que c'est vraiment encourageant pour les Seahawks d'avoir lui comme au poste de corps. Je pense qu'il y a un upgrade par rapport à Geno Smith. Ah, absolument. Puis, tu sais, pour des équipes de même, que justement, ils sont en. On ne peut pas vraiment appeler ça un rebuild parce que l'équipe a fait les séries dernièrement, mais tu sais, un genre de semi-rebuild ou un reset, là, tu sais. Ils ont envoyé leur plus vieux, puis là, ils laissent la place. Tu sais, Metcalf est parti. Puis JSN, méga progression dans les dernières années. Il y a la relève. Il commence ses 2 premiers matchs. C'est quelque chose comme 150 verges après 2 games. Écoute, même plus que ça, je pense. Puis, tu sais, ça, c'est le fun à voir, là, que les kids, ils progressent. Puis, tu sais, veux pas. Cette équipe-là, Kenneth Walker, c'est tout le temps un question mark. Excellent. Souvent blessé. Ouais. Par contre, Zach Charbonnet en arrière, clairement, un des 5 meilleurs backups. On s'entend que c'est un genre de 1A, 1B, 2A, 2B, cette équipe-là. T'es pas trop sûr si c'est des premiers ou des 2, mais ils sont comme égales. Mais comme, ils font le job. C'est une belle équipe. C'est ça. Oui, absolument. Ouais. Là, on arrive maintenant au segment. Lozé nous a parlé de quelque chose cette semaine qui dit que ça serait intéressant. On donne des conseils de voir les matchs à regarder. On donne notre analyse, mais à quel point on est bon ou pas dans notre analyse de football. Un petit défi qu'on se lance. On va à chaque semaine définir un gagnant puis un perdant pour les matchs à venir. On commence cette semaine à avoir su, on le répète plus tôt, puis on va garder le score de façon amicale. Et on aura un update à chaque semaine sur le nombre de bonnes prédictions. Là, il y a celui 16 qui finit matchs. Dernier, il n'a plus le droit d'être dans le podcast l'année prochaine. C'est terminé. C'est fait, c'est décidé. Puis celui qui est premier choisit la personne qui le remplace. Il y a des grandes attentes. Là. On va aller dans l'ordre selon NFL.com. Lozé me disait, mais là, dans quel ordre tu vas nommer les matchs? NFL.com, pas les sites de paris sportifs. Donc, ceci étant dit, Marco n'est pas là, mais il faut quand même tenir compte de ses scores. On ne voudrait pas qu'il commence 0-16 parce qu'il n'a prédit aucune équipe qui gagne. Il a quand même la chance de donner ses choix. Donc, je vais commencer en disant le choix de Marco. Ensuite, on va aller Marc-André, Lozé, je vais dire mon choix. Puis ensuite, on va aller comme ça de match en match. Marc-André va essayer de keep up. Puis au pire, il réécoutera le podcast. Pour le remplir. Pas de réaction, pas de jugement. Puis on verra dans le fond si on est partagé ou si on est unanime pour certains matchs. On pourrait discuter suite à ça, mais on va discuter surtout dans les matchs à venir. Parce que quand on va vous parler d'un match qu'on veut voir, peut-être que c'est des matchs qu'on est partagé, peut-être que c'est des matchs qu'on est unanime. Donc, c'est intéressant de faire l'exercice aussi avant de vous présenter des matchs qui sont à venir. Donc, Marc-André, petite musique de fond, puis ensuite, on va y aller avec les matchs. Yes. Les Dolphins visitent les Bills. Marco prend pour les Bills. Les Bills. Les Bills. Les Bills. Falcons visitent les Panthers. Marco prend pour les Falcons. Les Falcons aussi. Falcons. Les Packers visitent les Browns. Marco prend pour les Packers. Green Bay. Green Bay. Green Day? OK, le groupe de musique. Yeah! Ouais, Packers aussi, Green Bay. Les Texans visitent les Jaguars. Marco prend pour les Jaguars. Moi, je vais dire que Houston va se réveiller. Je prends Houston. Les Texans. Les Texans, moi aussi. Les Bengals visitent les Vikings. Marco prend pour les Vikings. Oh là là, pour vrai, c'est pas facile parce que si Burrow avait été là, je pense que j'aurais pris Cincinnati. Mais à cause de O'Connell, je vais prendre Minnesota. Minnesota pour moi aussi. Vikings aussi. Les Steelers visitent les Patriots. Marco prend pour les Steelers. Les Pats. Les Pats. Les Steelers. Les Rams visitent les Eagles. Marco prend pour les Eagles. Attends, qui prend? Toi, tu prends pas. Ok, t'as pris dit Marco. Moi, je prends les Rams. Celle-là est tough. Ouais. Puis c'est vraiment à contre-cœur que je vais dire Philadelphie. Moi, j'espère me tromper. Moi, je dis Eagles. Les Jets visitent les Buccaneers. Marco prend pour les Buccaneers. Les Bucks. Les Bucks. Les Bucks. Les Colts visitent les Titans. Marco prend pour les Colts. Je vais dire les Colts, mais pour vrai, je serais pas surpris que Tennessee cause un upset c'est après fini. 2 semaines de même. C'est fini. L'équipe Cendrillon. Tennessee. Ouais. Moi, je prends pour les Colts. L'osé, ça va être payant. C'est peut-être ça qui te donne le edge la semaine prochaine. Les Raiders visitent les Commanders. Marco prend pour les Commanders. Ouais, ça aussi, c'est une game pas facile. Je vais prendre Washington, moi aussi. Washington aussi. Moi, j'ai hésité longtemps, mais je vais prendre les Raiders.
Broncos visite les Chargers. Marco prend pour ses Chargers. Ouais, bonne game en prévision. Moi aussi, je vais prendre les Chargers. Moi aussi, les Chargers, je suis avec toi, Marco. Moi aussi, les Chargers. Les Saints visitent les Seahawks. Marco prend pour les Seahawks. Seahawks, moi aussi. Seattle. Les Seahawks, moi aussi. Les Cowboys visitent les Bears. Marco prend pour les Cowboys. Je vais prendre Dallas, moi aussi. America's Team, Dallas, baby. Dallas Sweep, baby. Oh. Cardinals visitent les 49ers. Marco prend pour les Cardinals. Alors ben là, mon speech de tantôt parle pas de lui-même. Là. Les 49ers pour moi. Kyle Shanahan, San C'est Fran. ça. 49ers aussi, San Francisco. Les Chiefs visitent les Giants. Marco prend pour les Chiefs. Hey, pour vrai, si les Giants gagnent, ça serait un upset big time, les Chiefs. C'est le réveil. C'est le réveil. Ouais. Worthy va être là. Casey. Chiefs pour moi aussi. Mahomes et Reed tomberont pas à 0-3. On termine avec le match de la semaine pré-compétitionné, le beau match qu'on a eu quand Losé était là pour nous parler de ça. Les Lions visitent les Ravens. Marco prend pour les Ravens. Moi aussi. Les Ravens pour moi aussi. Moi, je vais avec les Lions. Et c'est la fin du segment sur les prévisions. On parlera pas trop des prévisions, mais juste vite comme ça, grâce au beau tableau que Marc-André présente sur YouTube, ce qu'on peut voir, c'est que dans le fond, il y a plusieurs matchs qu'on est unanime. Sur 16 matchs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand même, la moitié des 9. matchs, on est unanime. 9 Non, 8. avec non, Casey. non. Ouais, non, Ah, parce que 9 j'ai. Ouais, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as raison avec Casey, 9. Fait qu'il y a 9 ouais. matchs sur 16 qu'on est unanime, puis 7 matchs qu'on est partagés. Fait qu'on s'entend pour l'instant. C'est quand même des choix. On dirait qu'il y a des matchs plus évidents que d'autres. Mais avant d'en parler plus en détail, là, tu peux garder ça, là, semaine 3, nos prédictions. Je vais parler des matchs à venir. Prime time, les Dolphins visitent les Bills. Donc, est-ce que c'est un match à regarder ou on fait dodo tôt, Marc-André? Ben, en fait, moi, je m'attends à que ce soit quand même un autre petit match facile pour les Bills. Là. Moi, les Dolphins, je les vois pas du tout dans cette saison-ci. Là. Moi, je pense que ça va être un ménage complet des Dolphins. Je prends les Bills, sauf que c'est quand même, la cote est à plus 12 actuellement. Je ne suis pas certain que je prends le spread à plus 12. Je trouve que c'est tough de prendre des spreads aussi gros que ça. Fait que je prends les Bills, mais je ne suis pas sûr que je prends le spread. Losé? Ben moi, c'est sûr que peu importe l'heure, manque jamais un match de grande écoute. Bonne attitude. Ouais. Non, mais je l'ai dit au début, je suis un fan de foot, même si c'est les Bills, puis que je prierais ma vie pour qu'il y ait un upset, ça n'arrivera pas. Ça va être un match, une victoire convaincante des Bills. La seule chose que j'ai hâte de voir, Josh Allen, que tout le monde a vénéré, s'est rendu Dieu encore après la première semaine. Il n'a rien fait cette semaine. Est-ce qu'il va revenir fort? Est-ce que le running game de Buffalo va encore... Parce que là, il joue contre possiblement, à part Cincinnati, peut-être la pire défensive dans la ligue. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça sent le 40 points pour Buffalo, mais je suis d'accord avec Marc-André, le spread, très inquiétant parce que il pourrait facilement mener par 21 au dernier quart. Puis un peu de garbage, ouais, c'est ça. Un peu de garbage, donner 10 points, puis ouais. ils vont gagner par 11, le spread à 11,5, 12. Ils vont perdre le spread, c'est ça. Par exemple, le over-under est à 50. Moi, je serais très à l'aise de prendre le over 50 points dans ce match. Le over m'attire énormément. La seule chose, on sait tout le temps qu'est-ce qu'on pense dans les matchs interdivision. Ouais. Des fois, c'est moins match de grande écoute. Un short week, le jeudi, c'est jamais autant facile, mais c'est pas plus facile pour les défensifs. Fait que moi aussi, je linerais sur le over. Moneyline, les Dolphins sont à 7,5 fois la mise. Ça me donne une idée à quel point c'est pas... José, tu sais, ce que tu as dit quand même, moi, je le vois positivement par rapport à Josh Allen qui n'a rien fait. Il n'a rien eu à faire. Puis ils ont gagné 30-10 contre les Jets. Alors, des fois, c'est le fun que ton corps, la pression ne soit pas juste sur lui. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même inspirant. Tu gagnes par 20 points et tu n'as rien eu à faire. Je vois pas ça comme négativement nécessairement. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est juste que, comme j'ai dit, j'ai manqué les matchs de ces heures-là parce que c'était le baptême. Puis quand j'ai regardé le box score pour la première fois, il menait, mais Josh Allen était 3-10 pour 13 verges. Fait que, ça, c'est ça. Fait que, ça, c'était pas, c'est pas reluisant, on va dire. Par contre, quand on n'a pas besoin, moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que
vous connaissez mon aversion envers le bandwagon des Les Bills. overhype aussi, ouais. Puis, tu sais, tout le monde dit toujours que c'est Allen le dieu au monde parce qu'il fait toujours tout seul puis il n'y a jamais personne avec lui. Ben là, il n'a rien fait puis on a scoré 30 points. Fait qu'il devait avoir une couple de gars qui a performé. Bon, ouais, on pourrait en nommer peut-être un. Non, mais tu as raison. C'est comme. Non, mais c'est ça, je veux dire. Pour de vrai, ouais, 100%. Il n'y a rien eu à faire, puis on fait 30 points. Fait que clairement qu'il y a eu des joueurs qui se sont. Le doute sur les unités c'est spéciales, encourageant. Black, là, il est vraiment hot. Là. Il est vraiment, je sais de qui tu parles. Je sais exactement, j'ai vu le jeu. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que pour les Bills, c'est l'équipe au complet. Josh Allen faisait tout avant, puis ça ne marchait pas. Puis depuis qu'il en fait moins, c'est mieux, puis tant mieux pour eux. Ou tant pis pour l'oser. Je m'excuse. Là, sinon, dans les matchs de 1 heure, mais tu sais, pour les matchs prime time, c'est mon opinion, surtout en semaine quand je travaille le lendemain, j'écoute la première demi, puis si c'est un match compétitif, je reste accroché. Mais sinon, des fois, je ferme la télévision, je suis en paix avec ce que c'était. Mais c'est tout le temps, je donne la chance aux coureurs, mais des fois, se coucher à 11h15, 11h30, quand le match s'étire ou s'en va en prolongation, c'est pas tout le temps viable au niveau de l'énergie. Ceci étant dit, les matchs à 1 heure, il y a quand même quelques matchs intéressants, je trouve. Plus de choix que la semaine dernière à la même heure. Donc, j'espère que Marc-André, tu vas être plus optimiste puis encourageant. Des fois, ça arrivait il y a 2 ans que tu disais ayez du me-time ou trouvez du temps avec votre blonde. Mais là, on est quand même gâtés, je trouve. Il y a des matchs qui vont être compétitifs. À 1 heure, quand même plusieurs matchs. Il y en a 9, je vais les énumérer. Falcons visite Panthers. Packers visite Browns. Texans visite Jaguars. Bengals visite Vikings. Steelers visite Patriots. Rams visite Eagles. Jets visite Buccaneers. Colts visite Titans. Et les Raiders visitent Commanders. Losé, toi, tu irais avec quel match si tu avais à en choisir qu'un seul? Ben, il y a une réponse qui sort du lot complètement. M'a la laissé à Marc. Moi, je vais prendre le deuxième match. On a parlé de cette division-là tantôt. Puis je pense que le match Texans-Jaguars, parce que moi, je le dis ouvertement, je suis un believer quand même de Houston. J'aime le coach, j'aime leur défensive, j'aime leur wide receiver numéro 1, puis j'aime le QB. J'aime pas leur O-line. Fait que là, j'ai hâte de voir un match où les choses vont mieux aller. Match de division super important, parce qu'advenant une défaite bientôt des Colts, tu peux tout de suite te rapprocher à un match. Ils peuvent pas l'échapper, ceux-là. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que je vais laisser l'autre match à Marc. Là. Il y en a un qui est quand même plus évident. Là. Mais tu sais, je veux quand même dire, là, côté Paris sportif, les Jaguars sont favoris par 2 là, actuellement. La cote est à -2 pour les Jaguars. Fait que tu sais, nous, on a à peu près tous pris les Texans sauf Marco. Fait que c'est sûr que la cote Houston plus 2 est quand même intéressante pour ceux qui sont de notre avis de ce côté-là. Puis tu sais, tu peux pas tomber à 0-3 puis espérer revenir. Là. Pour vrai, tu vas avoir des matchs tough dans la AFC qui s'en viennent. Pour vrai, c'est un must-win pour les Texans dès la semaine 3. Tu peux vraiment pas l'échapper. Mais sinon, c'est sûr que tu parlais du match. C'est un des matchs de la semaine. Le Rams-Eagles dans la NFC, c'est un match qui est vraiment important. Les Eagles sont quand même favoris par 3,5 la cote actuellement. On n'a pas tous pris les Rams, mais on a comme split un peu. Il y en a qui ont pris les Rams, il y en a qui ont pris les Eagles. Moi, le match de la semaine passée, oui, ils ont battu les Chiefs, mais je n'ai pas du tout aimé la performance des Eagles la semaine passée. Tu le disais, ils ont genre 9 ou 10 touche-push pour aller chercher des jeux. Jalen Hurts s'est lancé pour 101 verges. Je ne pense pas que s'ils reproduisent ce match-là, je ne pense pas qu'ils vont battre les Rams. Je comprends qu'ils sont à domicile contre les Rams. Les Rams sont plus à l'aise dans leur dôme à Los Angeles. Mais à ce temps-ci de l'année, moi, j'aurais tendance à favoriser les Rams quand même. Mais je m'attends quand même à un très bon match de football. Mais j'aime ce que les Rams nous proposent depuis le début de la saison. Contrairement aux Eagles, que je suis moins certain. Petite question pour toi. Le over-under de ce game-là est à combien? Il est à 44,5. J'avais le goût d'un under, 44,5, c'est un peu bas. C'est pas gros, 44,5. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je favoriserais quand même le under, ce match-là. Okay. On voit clairement que le passing game, c'est pas dans le script des Eagles jusqu'à maintenant. C'est sûr, les Rams peuvent tout le temps avoir des jeux explosifs, mais ça sent la game de runner le clock down tranquillement, pas vite, avec Barkley, toute la game, Hurts et touche-push. Ouais. Moi, j'aurais tendance à y aller sur le under, ce game-là.
Moi, ce Rams-Eagles, c'est pas nécessairement le match qui m'intéresse le plus pour les raisons que vous avez dit. Les Eagles gagnent, mais des fois, c'est pas un bon spectacle nécessairement. Ils peuvent en faire un. Ils ont des joueurs qui sont capables de faire des jeux explosifs avec Barkley, avec Devonta Smith, avec A.J. Brown. Il y a des joueurs qui peuvent avoir des highlights, mais avec le début de saison des Rams qui ont eu un match peu inspirant à l'attaque, à semaine 1, semaine 2, c'était mieux. Le match qui m'intéresse le plus, puis je suis curieux, c'est les Bengals et les Vikings. Avec Jake Browning, qu'est-ce qui va se passer? Il a quand même remplacé souvent. C'est un backup qui a quand même eu beaucoup de reps. Fait qu'il y a quand même une bonne cohésion avec cette attaque-là. Ça a quand même bien paru malgré tout. Fait que les Vikings, avec DJ McCarthy, qui a eu un beau match une fois, l'autre match qui s'est écroulé, qui n'a rien fait. Il est blessé lui aussi. Il joue pas. Ah, j'ai blessé, c'est Carson Wentz qui va jouer. Aïe, ça m'intéresse plus d'abord. C'est Wentz qui blessé joue. 2 à 5 semaines. Puis moi, j'ai choisi les Vikings comme un épais. J'ai choisi les Bengals. Moi, pour vrai, je pense qu'avec Wentz, ils ont peut-être plus de chances de gagner. C'est vrai de ça. Moi, c'est vrai de ça. C'est sûr que Wentz, c'est pour ça que j'ai pris Minnesota aussi. Là. Je pense clairement qu'il y a plus de chances de gagner. J'ai pris Bengals, je pense. Non, on a tous pris Minnesota. C'était un Minnesota. Je vais prendre les. J'ai pas le choix. Il faut que je le garde. Trop tard. Vous me faites douter. Mais moi, c'est plus. Même à ça, je suppose que Vikings, qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Ils ont eu des belles saisons par le passé. En éliminatoire, il n'y avait pas les résultats du tout quand ils se rendaient. Aaron Jones aussi blessé en passant. Ouais. C'est ça. J'ai hâte de voir ce match-là, comment ça va se dérouler avec deux équipes qui sont amochées. Mais les Bengals à 2-0, est-ce que c'est soutenable? J'ai hâte de voir. Si c'est faisable contre les Vikings, peut-être que oui. Peut-être que c'est le match qu'ils peuvent aller chercher. Fait que je sais pas. Mais je suis quand même curieux de voir comment ce match-là va se dérouler. Je pense que ça pourrait être un meilleur spectacle que Rams-Eagles, tandis que Rams et Eagles, c'est deux équipes qui vont faire les éliminatoires et qui vont être compétitifs en fin d'année. Tandis que Bengals et Vikings, je ne les vois pas compétitifs en fin d'année. Fait que s'il y a un match à regarder, c'est dans le début de semaine, dans le début de saison. Je pense que ce match-là peut être divertissant. Fait que moi, les Vikings sont favoris par 3, puis le over-under est à 42. Moi, je hitterais le over dans ce match-là. À 42, moi, je serais quand même à l'aise. Je suis pas en désaccord avec toi, mais moi, on dirait que ce match-là, il peut avoir 17 points comme il peut en avoir 57. Oui, je suis d'accord. C'est possible. Oui. Browning peut être tout feu tout flamme avec ses receveurs. Chase peut avoir 3 touchés, 230 verges. Là, puis, regarde, puis là, on ne parle même pas des autres joueurs. Là, pour les matchs. Je veux pas enfoncer le clou, là, mes petits paris intéressants. Là, donc, ça sent contre les Steelers. Les Steelers sont favoris par 1.5. Moi, j'aurais tendance à aller prendre les Pats plus 1.5. Absolument. Moi, je trouve que c'est le meilleur spread de la semaine. Meilleur spread à 1.5. Mais c'est sûr que les Steelers, défensive amochée, tu parlais de la défensive qui était le plus payée. Mais ouais, mais si tu regardes, ils ont 6 blessures en défense sur le 11 partant qui ne joue pas, ou qu'il manque la moitié ou le 3/4 d'un match. C'est vraiment très difficile à soutenir. Fait que quand tu as 6 partants sur tes 11 en défense qui n'est pas là, ça change une def complètement. Demande à l'attaque de Casey. C'est pas une excuse, c'est juste, tu bâches, c'est pas la défensive qui est la mieux payée qui est sur le terrain. Fait qu'il faut juste connaître un peu quel joueur joue avant de bâcher des joueurs qui sont pas sur le terrain. On dirait on dirait un petit peu susceptible ici. Là. Un peu, mais tu me connais pas. Je le suis pas. Mais sinon, maintenant, passons au match de 4 heures. Il y a un match, moi, qui me ressort plus du lot, mais peut-être que vous allez me surprendre. Des fois, on peut piquer le même match. On n'est pas obligé de prendre des matchs différents. Donc, je tiens à dire aux auditeurs que souvent, on prend des matchs différents, mais ça se peut qu'on ne se force pas là, pour vanter des matchs différents. À 4h05, il y a 2 matchs qui commencent à cette plage horaire-là. Les Broncos visitent les Chargers et les Saints visitent les Seahawks. À 4h25, il y a 2 matchs qui commencent 20 minutes plus tard. Les Cowboys visitent les Bears et les Cardinals visitent les 49ers. Marc-André, lequel de ces 4 matchs-là t'intéresse le plus? En tout cas, pour moi, le match intéressant de cette plage horaire-là, c'est Broncos-Chargers, qui est un match ultra important pour cette division-là. On l'a dit en début de saison qu'on pensait que c'était probablement la division la plus compétitive de la NFL. Déjà, c'est un match important. Les Chargers, en gagnant ce match-là, se donneraient 2 matchs d'avance au sommet de leur division par rapport aux Broncos et minimum 2 matchs d'avance par rapport aux Chiefs aussi. Ça serait vraiment important pour eux. Tu es à domicile. Les Broncos n'ont pas été super convaincants depuis le début de la saison, même s'il y avait beaucoup de hype autour de cette équipe-là. Moi, j'ai hâte de voir les Broncos. Est-ce qu'ils sont capables de step up après une défaite, je vais dire crève-cœur contre les Colts?
les Chargers, est-ce qu'ils sont capables de continuer, mais d'intégrer du jeu au sol contre l'excellente défensive des Broncos? Moi, c'est un match que je veux voir à 4 heures. Ouais, puis tu sais, moi, c'est mon match aussi. Je vais laisser l'oser choisir après. Juste 2 mots rapides. Le premier, c'est que Broncos-Chargers, les Broncos seraient 2-0 si c'était pas de la pénalité de leverage sur le placement à la fin du match. Oh, ouais. Qui est une pénalité qui est arbitraire. Des fois, les arbitres la calent, des fois, la calent pas. Des fois, c'est super léger. Enfin, tu sais, cette pénalité-là est nouvelle. Il faut que la Ligue s'ajuste. Là, je pense qu'elle était méritée. Mais c'est que, tu sais, tu as un placement loin. Pousse pas sur le gars qui lance la balle en arrière, mais pas, utilise pas ton poids ou son corps pour te surélever. Fais juste mettre ta main en haut. On dirait qu'il essayait de faire le jeu pour le bloquer ou genre pour, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, prendre la balle dans les mains et courir avec dans zone de but. Là. Je sais pas c'est quoi son idée qu'il avait en tête, mais fais pas de pénalité de leverage puis tu gagnes le match. Fait qu'il était à une mauvaise pénalité de gagner le match. Fait que, ça change tout. Fait que, est-ce qu'on parle des Broncos décevants s'il n'y a pas cette pénalité-là puis ils sont 2-0? Je ne le sais pas. Pour moi, ils ne sont pas décevants. Ils ont perdu un match de crève-cœur à cause d'une pénalité, mais ils ont quand même joué un match compétitif contre les Colts. Je ne suis pas prêt à dire que les Broncos sont décevants en début de saison, mais c'est un match qui est ultra important pour les deux équipes. Fait que c'est un match à regarder. Ça va être compétitif, puis les deux équipes vont être motivées à jouer jusqu'à la fin, ce qu'on n'a pas eu dernièrement nécessairement. Fait que moi, c'est ça mon commentaire par rapport à pourquoi je veux vraiment voir ce match-là. Losé, toi? Ben écoute, je suis clairement d'accord avec vous autres dans le sens que, ben en fait, je vais avoir une parenthèse parce que c'est clairement le match qui va être probablement le plus chaudement disputé, qui a le plus de meaning, ça c'est sûr. Par contre, si tu veux parler d'un point de vue fan, un point de vue entertainment, ça risque d'être 2 excellentes défensives qui vont s'affronter, des first downs qui vont être chèrement gagnés, une coupe de 3 and out, une coupe de 2-3 first down bloqués au 50, punt. Je ne sais pas si le spectacle en tant que entertainment va être excellent. Par contre, le match risque d'être enlevant pour les fans de foot. Pour ceux qui veulent voir quelque chose de plus éclatant puis des jeux, le match Dallas Bears, d'après moi, va marque un excellent point. Va plus offrir de feux d'artifice, selon moi. 2 défensives qui cherchent, 2 attaques qui sont capables de produire des points, des superstars à gauche, à droite. Écoute, c'est sûr que je vais naviguer entre ces 2 matchs-là. Si jamais je me trompe, puis Chargers-Denver, il y a une équipe qui mène par 2 possessions et plus rendue à demi, clairement que c'est fini pour moi ce match-là. Parce que c'est pas ce côté-là que je veux voir. C'est pas un shootout que je veux voir dans ce match-là. Ce serait une game serrée, un genre de. Un genre de. Une guerre de tranchée, là. Oui, exactement. Un genre de 17-14 et un 20-17, quelque chose dans ce genre-là. Tandis que l'autre, je veux voir des bombes des 50 verges à gauche, à droite. Là, fait que ça va dépendre un peu. Si le score est haut pour le match avec les Chargers et les Broncos, ça serait un match parce que c'est bas pointage, première demi. Troisième demi, il y a une équipe qui a un edge, puis il y a comme 5 changements de qui a le lead. Puis là, c'est comme, tu sais, le livre de jeu s'ouvre, les gens poussent. Et là, ça pourrait être le fun à voir. Tu sais, que les Libanais vont être compétitifs, mais ils ont trouvé des solutions comme on va exploiter telle faille, on va faire ça. Le classique qui finit avec la balle en dernier dans les mains, c'est lui qui va gagner. Ça serait hot. C'est-tu Bonix qui prend ses ice, puis qui en fait qui éclot. C'est-tu les Chargers, comme non, la division est à nous autres maintenant, puis on s'assoit là-dessus. Ça peut être un gros statement pour les Chargers s'ils gagnent ce match-là. Surtout de la façon dont ils gagneraient. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais c'est vrai que côté divertissement, Cowboys mettent beaucoup de points. Les Bears, quand même, mettent des points, même s'ils perdent. Ça peut être vraiment faire des flamèches divertissantes. Des beaux highlights à regarder dans ce match-là, je pense. C'est ça, exact. Match prime time, je suis un peu déçu du match de dimanche, mais en même temps, on ne savait pas que ça allait donner ça. Les Chiefs et les Giants, les deux à 0-2. Donc, Losé, c'est quoi ton appréhension par rapport au match prime time de dimanche? Ben, écoute, first, on l'a dit, toutes les équipes qui sont 0-2 ne peuvent pas l'échapper. Encore moins les Chiefs parce que c'est avec le calibre de leur division. Tu sais, là, il n'y a pas une garantie encore à 100% que Worthy va jouer. Je m'attends à ce que si Worthy soit là, smasher le spread de Casey parce que là, ils sont dus. Parce que pour l'instant, Mahomes joue pas mal. L'année passée, il a commencé la saison vraiment, vraiment décevant. Mahomes lançait des interceptions à chaque match. Il gagnait quand même parce que les joueurs étaient là.
Mais là, il est complètement tout seul. Il est arrivé à garder 2 games serrés dans des games où il n'y a aucun apport offensif de personne. Le running game ne fonctionne pas. Les receveurs sont tous blessés. Kelsey qui échappe un touchdown, ça tourne ça en même pas en. Butker qui manque un placement. Reed qui va en 4e essai dans sa zone. C'est du n'importe quoi. Fait que là, je m'attends à une grosse performance des Chiefs. Ils n'ont pas le choix. C'est à l'extérieur. Mais les Giants étant les Giants, Russell Wilson, c'est pas vrai qu'il va répéter ça contre la défensive cette semaine. On va revoir Russell Wilson la première semaine, selon moi. Je dis pas que les Chiefs vont faire 40 points parce que ça reste que l'attaque ne fonctionne pas. Le running game, pour faire autant de points, il faut que les 2 aspects de l'attaque soient balancés. Il faut que tout fonctionne. Mais je pense que c'est là que ça va starter un petit peu. Fait que, j'ai pas une grosse appréhension au match. Par contre, je m'attends à une victoire relativement facile. Le spread est à 6.5. Moi, je serais à l'aise de le prendre. Le spread à 6.5 en faveur des Chiefs. Là. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de ce match-là à venir? J'ai rien d'autre à dire. Moi, les Giants, je les vois pas tant, honnêtement. Je pense que Russell Wilson a connu sa game de l'année. Il ne reproduira pas ça une seule autre fois dans l'année, d'après moi, là, après sa performance de la semaine passée. C'est pas pour draguer down la performance, mais ça reste que c'est une passe de 50 verges, un Hail Mary en fin de game, que le taux le pourcentage d'efficacité de ces jeux-là, c'est en bas de 10%. Il jouait contre la défensive des Cowboys. Fait que c'est un peu. On s'entend que c'était pas les Chiefs là, devant lui. C'est pas la défensive des Chiefs. Dans le fond, pour le match prime time de lundi, on est gâtés. Ça va être un super beau match. Pour moi, c'est le match de la semaine. S'il y a un match là, à ne pas manquer, ça serait bien celui-là. Les Lions visitent les Ravens. Ça va être électrisant. Le stade des Ravens très bruyant. Les Lions qui viennent de marquer une performance de 51 points. Donc, les Ravens sont capables d'en accorder 40. Ça a été prouvé par le passé. Les Ravens ont marqué 40 points dans chacun de leurs 2 premiers matchs. Là, quand même, puis ils sont 1-1 parce qu'il y a un match, c'est juste il y en a un plus. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais s'il y a un match qui va être divertissant, autant pour les connaisseurs de football que pour un peu tout le monde, c'est bien ce match-là. Il y a le potentiel d'avoir beaucoup à regarder. Donc, Lyon-Ravens, l'osé commence encore, s'il te plaît. Ben là, on venait juste de parler vite. Tu as dit que ce serait le fun si Denver Chargers, il y avait un changement de lead, back and forth, qui va finir avec le ballon en dernier. Ben là, ça, c'est un typique game que ça se peut que ce soit ça, puis que ça parte dès le 2e quart, que le lead s'échange, puis là, ça revient à qui va faire le gros jeu au moment important. Puis s'il n'y a pas de jeu défensif fait par un joueur en particulier, il n'y a pas un force fumble qui va être fait, il n'y a pas une interception miracle qui va être fait, ben qui va finir avec le ballon en dernier? Ça va être ça. C'est sûr qu'il y a toujours des potentiels. Tu sais, là, c'est facile de dire il va y avoir beaucoup de points. Ça reste l'attaque de Détroit, l'attaque des Ravens, probablement les 2 attaques les plus explosives dans la ligue. Ouais. Par contre, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Tu sais, ça se pourrait que le match finisse 17-14. Tout le monde serait surpris, mais c'est pas impossible. C'est jamais impossible. Par contre, ce match-là, parce que moi, ce que j'aime pas faire, c'est de dire ça va être un match avec vraiment beaucoup de points. L'équipe finit avec le ballon en dernier, va gagner. Ça va finir 37-34. Mais en même temps, si seulement c'est ça, ça arrive, je veux dire, je ne suis pas un génie d'avoir dit ça. Là, on s'entend, on est tous d'accord que ça va être ça. Fait que je m'attends à toute éventualité. Par contre, le match de la semaine. Si jamais il y a un match qui peut battre le match Buffalo Bills, Buffalo Ravens cette année, ça va être Ravens Détroit. Parce que c'est, selon moi, les 2 attaques avec le plus de jeux explosifs dans toute la saison. L'osé, pour confirmer un peu ce que tu viens de dire, c'est que quand je te parle de je m'attends à des points, c'est pas atteindre le 40. Là. Je vais faire un gag parce que ils ont accordé beaucoup de points. Ils ont marqué beaucoup, mais je m'attends à ce que chacune des équipes marque au moins une vingtaine de points. Ça m'étonnerait, puis je serais largement surpris que le match finisse 14-10. C'est pas un match qui va finir 14-10. Les défensives sont bonnes, mais pas pour stopper ces attaques-là qui sont vraiment incroyables et créatives, avec beaucoup de joueurs, autant receveurs que des porteurs de ballon qui peuvent faire des jeux, les corps qui peuvent faire des jeux. Honnêtement, c'est vraiment... ça m'étonnerait qu'une équipe marque en bas de 20 points. Mais est-ce qu'ils vont atteindre le 40? Je pense pas. Parce que, comme tu as dit, des jeux vont se faire en défensive. Tu as des audaces qui vont se créer. Tu as peut-être des 4e et 2 qui ne marcheront pas. Parce que Détroit va aller en 4e et 2. Même 4e et 5 qui vont y aller. 37-34 Baltimore. Ça se peut.
Ça marcherait Ouais. peut-être. Ouais. Même score, mais inverse, parce que j'ai parié que les Lions allaient gagner. Là. mais ça va être divertissant. Marc-André, prends la balle au bon maintenant. Mais dans le sens que, tu sais, je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Là. Vous avez tout dit, tout est là. Le over-under est à 52, 52.5. 52.5. 52.5. Puis pour vrai, 52.5, si j'avais à gager, je pense que je mettrais over 52.5. Très à l'aise d'aller avec l'over sur cette game-là. Les Ravens sont favoris par 4.5. Je trouve que c'est peut-être un peu trop. Mm-hmm. Mais rendu là, vous ferez vos choix. Mais pour le over, je serais à l'aise d'y aller pour le over, par exemple. En tout cas, quand même, une belle fin de semaine de football qui nous attend. Vraiment. Donc, je suis quand même excité là, de refaire des podcasts avec vous autres cette semaine. J'ai hâte de voir les prédictions. Honnêtement, ça met un petit hype de plus. On a toutes nos fantasy, mais savoir un peu nos prédictions, comment ça va se passer. J'ai bien hâte de voir, surtout quand il est unanime. Est-ce qu'on va être tous dans le champ? Peut-être. Mais ça va être une belle petite compétition. Merci, Losé, pour la pensée. Marc-André, par la musique. Et on vous souhaite une super belle semaine. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la semaine prochaine pour parler un petit peu de division, les matchs à venir, un petit hype, la scène compétition, qui est le meilleur analyste pour prédire les matchs. On se laisse. Les gars. Hey, ciao les boys!